Vous écoutez La poudre aux yeux, un livre écrit par René Boylesve et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. J'ai bien connu M. Quinqueton. Il y a une trentaine d'années, du temps que j'allais, tout petit, voir mes grands-parents à Vendôme. M. Quinqueton habitait une maison de très simple apparence, rue Rochambeau, et était juge de paix. Je me souviens particulièrement, dans cette maison, d'immenses placards couvraient une certaine bonne à tout faire, nommée Madame Paquot, pour y prendre des confitures de groseille. Un de ces placards contenait un portrait à l'huile, dépourvu de cadre et représentant un homme blond, avec une barbiche et un œil inspiré. On disait que c'était le portrait du poète. On ne lui faisait point d'honneur. Le poète était un frère de M. Quinqueton, mort à Paris pendant la Commune. On ne savait trop comment. Peut-être ne tenait-on pas à le savoir. M. Quinqueton avait un fils appelé Prosper, qui mangeait avec moi la confiture et jouait dans un bout de jardin grand comme la main, mais où passait un de ces innombrables petits cours d'eau qui baignent si gracieusement les pieds de Vendôme. Ce ruisseau sortait d'une voûte obscure et grillagée, retenant au passage la paille, le foin et des objets divers. Prosper et moi construisions des bateaux, en bois quand on pouvait, en papier de journal quand on était pressé. Nous les lancions à une extrémité du jardin et allions les recueillir à l'autre, mais en nous querellant dans le trajet, parce que je l'effectuais en courant au plus court, tandis que Prosper, qui prétendait s'embarquer pour des contrées lointaines, perdait un temps précieux à expédier des télégrammes, à se procurer des sommes folles au guichet d'une banque imaginaire, à faire enregistrer de fantastiques cargaisons. Il s'arrêtait au premier poirier qui représentait pour lui la mer Rouge et tombait exténué sur un banc rustique qui n'était ni plus ni moins que la station au nom splendide de Seringapatam. Vous pensez bien que j'étais arrivé depuis longtemps et que j'avais déchargé mes vaisseaux quand Prosper en était encore à faire des embarras à Seringapatam. « Qu'est-ce que c'est, Seringapatam » demandai-je à Prosper. « Es-tu sûr, au moins, que ça soit sur un fleuve navigable ?» « Seringapatam » s'écriait-il en se gonflant tout entier, et la façon dont il magnifiait ce mot impliquait réponse à tout. M. Quinqueton sortait au bruit de nos disputes. C'était un doux homme, veuf, très confiant et très bon. Il ne voulait nous contrarier ni l'un ni l'autre, et cherchait un terrain d'entente avec l'expérience que pouvait lui fournir sa fonction de juge. Il était d'une grande impartialité, ce qui agaçait également les deux plaideurs, dont l'un voulait surtout que l'autre eût tort. « Voyons, monsieur Quinqueton, qui est-ce qui est arrivé le premier ?»« C'est vous, Francis. »« Mais papa, répliquait Prosper, c'est idiot. Il court sur ses deux jambes, il saute par-dessus le banc et il est arrivé. »« Qu'est-ce qui t'empêche d'en faire autant ?»« Ah bien, alors, si on ne peut plus s'amuser. »« Mon enfant, me disait M. Quinqueton, vous n'avez donc pas de plaisir à naviguer sur les océans, à pénétrer dans les Indes. »« Mais, sacristi, monsieur, il n'y a pas d'océan ni d'Inde, puisqu'il n'y a qu'un poirier et un banc. »« Il n'y a pas d'océan ni d'Inde, s'écriait Prosper, mais, mon pauvre vieux, regarde donc comme je suis fatigué. » En effet, il suait à grosses gouttes à force d'avoir piétiné. M. Quinqueton appelait Madame Paquot, afin qu'elle épongeât le front du voyageur, et Madame Paquot, la serviette à la main, disait avec admiration « Parlez-moi d'un enfant aussi intrépide. » M. Quinqueton venait quelquefois dîner chez mes grands-parents. On le taquinait parce qu'il n'entendait pas malice et parce qu'il faisait volontiers étalage de ses propriétés du Saumurois. M. Potu, notamment, un ami commun, qui avait la prétention qu'on ne lui en fit point à croire, empêtrait souvent M. Quinqueton en le pressant de dire avec exactitude en quoi consistaient ces propriétés du Saumurois. J'en tirai prétexte à faire enrager Prosper lors de notre prochaine partie de transport maritime. « Tu te donnes un mal insensé pour aller jusqu'à Seringapatam, lui disais-je. Pourquoi ne t'arrêtes-tu seulement pas dans tes propriétés du Saumurois ? » Pourquoi je ne m'arrête pas dans mes propriétés du Saumurois ? Oui,
C'est parce que tu n'en as pas. Cependant, M. Quinqueton allait bel et bien 1 ou 2 fois l'an dans le Saumurois, il en rapportait le plus clair de ses revenus et plaçait à Vendôme même un vin blanc réputé nectar. Peut-être était-il capable d'exagérer l'importance des propriétés, mais c'était pour donner plus de valeur à son cru. Alors, disais-je à Prosper, tu y as été, toi, dans les propriétés du Saumurois? Si j'y ai été. Fais voir combien c'est grand. Nous étions sur une promenade publique que l'on nomme à Vendôme la montagne, parce qu'elle est située sur une éminence d'où l'on domine agréablement la ville et les environs. Prosper embrassait l'horizon du regard et faisait la girouette avec son bras tendu. « C'est plus grand que tout ça. »« Oh, mais tu es archimillionnaire. »« Pourquoi ?»« Parce que ton père dit que c'est tout vigne, ça doit rapporter. Papa en a, lui, 3 carrés grands comme le toit de la sous-préfecture. Il en tire, bon an, mal an, 2000 francs. Calcule. Et puis, écoute-moi, mon vieux. Ce que tu me dis là, ça n'est pas possible, parce que la vigne, c'est sur des coteaux, c'est penché. Il peut y en avoir long, mais il n'y en a jamais si large que ça. Oh, avec toi, il faut toujours voir les choses telles qu'elles sont. Tu es assommant. 2. Plus tard, lorsque le goût de jouer et de nous quereller fut passé, et lorsque nous étions, Prosper et moi, de petits messieurs pleins de suffisance, en tenue de collégiens, je me rappelle avoir vu un pauvre monsieur Quinqueton tout en feu. Il était des premiers à faire renouveler par des cépages américains ces vignobles atteints du phylloxéra. Les 2 mots cépages américains retentissaient au dîner comme autrefois les propriétés du Saumurois. M. Potu se moquait beaucoup de M. Quinqueton à cause de sa confiance aveugle en ces racines étrangères dont les journaux disaient merveille, mais qui n'avaient en somme jamais encore porté de fruits sur notre sol. M. Quinqueton poussait le zèle jusqu'à dévaster lui-même ses vieux plants de vignes inattaqués, sous le prétexte qu'il ne saurait manquer d'être phylloxéré l'an prochain et que mieux valait faire dès aujourd'hui peau neuve. Le fait donna raison à l'initiative de M. Quinqueton, puisque ses compatriotes durent l'imiter peu à peu. Mais il reste à savoir si M. Quinqueton se lança dans cette entreprise avec la hardiesse du sage, c'est-à-dire muni d'informations contrôlées, appuyées sur des formules, ou bien avec la témérité d'un homme épris de ressources paradoxales et crédule aux panacées. Comme la plupart des vignerons qui le suivirent, à prudente distance, il est vrai, n'eurent qu'à s'en louer, M. Quinqueton jouit à Vendôme du prestige de l'initiateur heureux, sans que l'on sût d'ailleurs nettement ce qui était résulté des opérations pratiquées dans ses propriétés du Saumurois. À cette époque-là, M. Quinqueton me demandait, comme on fait au potache, « Eh bien, jeune homme, à quoi nous destinons-nous » Et il me regardait entre les 2 yeux, de l'air d'un profond penseur. Je n'avais pas eu le temps de répondre qu'il disait « Prosper, lui, oh, oh. Ah, ah, et qu'est-ce qu'il veut faire, Prosper ?» Je n'en suis pas embarrassé, c'est un garçon qui fera son chemin. Je répétais à Prosper « Dis donc, ton père prétend que tu feras ton chemin. » Eh bien, quel chemin? Oh oui, toi, il faut toujours mettre les points sur les i, mais d'abord le chemin qu'il me plaira. Tu as de la chance. Je suis fils unique, n'est-ce pas? Ça, c'est exact. Et ton père ne mendie pas son pain. Et je compte me la couler douce. Est-ce que tu resteras à Vendôme? Cette farce, tu ne m'as pas regardé. Et où est-ce que tu iras? Mais à Paris, mon bibi, oh là là, tu retardes. Veux-tu l'heure? L'exhibition était-elle préméditée? Il tirait de son gousset un chronomètre. Mazette, tu as une montre en or, avant ton bachot. Moi, papa, est un amour. 3. J'avais perdu de vue depuis bien des années M. Quinqueton et son fils, par suite de la mort de mes grands-parents, qui nous éloigna de Vendôme, et j'avais oublié, je l'avoue, et mon ami Prosper et son amour de papa, lorsqu'un de ces hasards que l'on s'obstine à dire extraordinaires
et qui sont ce qu'il y a de plus commun dans la vie, vint me rappeler les propriétés du Saumurois. Je venais de me marier et présentais ma femme à de vieux amis que nous avons à Chinon. Chinon est le plus joli pavillon du jardin de la France. Quand on y va, on y voudrait vivre, et ces petites rues où Jeanne d'Arc a passé écornent encore des pignons et des fenêtres en ogive, par où, un jour, des yeux ont vu monter au château le cortège qui ouvrait la plus pure des épopées. Ces petites rues vous donnent le goût des vieilles demeures charmantes et paisibles, dont la pierre effritée ou le bois vermoulu inspire la nostalgie enivrante des temps écoulés. Bon sens, simplicité et belle humeur, c'est ce que nous chantent toutes ces chères vieilleries françaises. Elles disent aussi la soumission au réalisme de la vie, le fin sourire aux billevesées. Charmante Jean, aux veines de qui coule le sang du très avisé Rabelais. Figures éclaircies par l'incomparable vin. Palais flattés par la saveur du pain de seigle et du fromage de chèvre, et dont la voûte retentit des plus gentilles et des plus réjouissantes expressions de la plus belle langue du monde. Et vous enfin, bonne vieille au bonnet tourangeau que nous avons vue dans une pièce obscure d'une maison penchée sur le côté, dans la rue Saint-Maurice, et qui battiez des mains avec un petit enfant en chantant « Oui, c'est vous, grand-mère et petit-enfant de Chinon, plaisante image se présentant à la suite de quelques séductions confuses, qui nous avaient arraché le cri « Restons dans ce pays ». Une demi-heure après, nous montions en voiture, suivions la route qui longe la Vienne jusqu'à son conflux avec la Loire à Montsoreau, et nous arrêtions là, sur la pente du coteau où tournent les ailes de moulins à vent, non loin des ruines du château célèbre, en face d'un fleuve de sable et d'eau languide, pour visiter une maison du temps d'Henri IV. La Gloriette, à vendre ou à louer, avec clos et cellier. La maison nous ravit. Le prix qu'on en demandait était modeste. Nous revînmes le lendemain à Montsoreau pour voir Mecamus, le notaire. Il nous énuméra les joignants. Au nord, Baillavoine, Jean-Nicolas. À l'est, Arnaud, Adolphe, dit le Boitou. Au sud et à l'ouest, Quinqueton, Pierre Prosper. Quinqueton, Pierre Prosper? Oui, monsieur. N'est-ce pas monsieur Quinqueton de Vendôme? Lui-même, le juge de paix. C'est bien cela. Ah, par exemple, c'est comique, ce bon monsieur Quinqueton, et moi qui ne pensais pas à lui. Mais en effet, nous sommes en plein Saumurois. Et comment va-t-il? Le notaire pinça les lèvres pour comprimer un sourire à ma question familière. Monsieur, dit-il, je ne saurais vous dire. Ah, pardon, vous n'êtes peut-être pas le notaire de monsieur Quinqueton? Si fait, mais M. Quinqueton ne m'entretient pas de sa santé. Il ne vient donc pas ici? Le notaire se tourna vers son maître clerc. Depuis combien d'années le sieur Quinqueton n'a-t-il pas comparu? Le clerc roula son porte-plume entre les paumes de ses mains, leva les yeux au loin, il compulsait les dossiers dans sa mémoire. « Quinqueton, fit-il, Quinqueton, attendez !» Quinqueton, Pierre Prosper, Balureau, Jacques, dit Cudane, prêt sur hypothèque, 4,28, 4,29. 4,29, c'est l'année de l'exposition. Je le vois encore ici, ça fait 7 ans. Il n'est pas venu ici depuis 7 ans. Exactement. Mais autrefois, ne venait-il pas plus souvent? 2 fois par an, ponctuellement. C'est curieux, et depuis ce prêt. Cet emprunt, le prêteur est Balureau, Jacques, dit Cudasne. Ah, fis-je, surpris et inquiet tout à coup. Le prêteur est Balureau, dit Cudasne. Je vous demande pardon, maître Camus. J'ai beaucoup connu monsieur Quinqueton, vous comprenez? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.